Salut à tous et bienvenue dans 101% avec la critique de Naissance, The Place to Be, No-chan et Retro & Magic sur Banjo-Kazooie. Je suppose que beaucoup d'entre vous connaissent le plaisir d'écrire son CV, des lettres de motivation et ont passé des entretiens d'embauche. Et bien aujourd'hui, je vais vous parler d'une des tortures que subissent aussi les étudiants japonais, le Shūkatsu. C'est l'abréviation de Shūshoku Katsudo, la recherche d'emploi. On voit ça après les news. Dengenki Bunko est une marque qui depuis 20 ans a publié de nombreux light novels, souvent adaptés avec succès en animé. Pour fêter cet anniversaire, le développeur French Bread, École Software et Sega se sont associés pour sortir ce jour même dans les salles d'arcade japonaises Dengeki Bunko Fighting Climax. Le joueur, probablement à tendance otaku sans vouloir généraliser, aura le choix entre plusieurs personnages des séries Sword Art Online, Axel World, Shakugan no Shana ou encore Oreimo pour faire court. Sega n'aura pas oublié d'apporter sa touche en incluant dans le roster Yuki Akira de Virtua Fighter. Pour être sûr de son coup, Sega a fait plusieurs sessions de test en plein cœur d'Akihabara et dans d'autres lieux représentatifs pour s'assurer de l'efficacité de son jeu de baston. Si le succès est au rendez-vous, ce dernier pourrait ensuite débarquer sur console à l'avenir. Cette brève s'achève comme elle a commencé. Oups, désolé pour le spoiler. C'est pas très sympa, mais en même temps c'est raccord avec le thème, puisque nous sommes réunis ici aujourd'hui pour parler de Spoiler Alert, un jeu à la sortie prochaine qui se joue à l'envers. Et par à l'envers, on entend bien depuis la fin vers le début. C'est-à-dire qu'il sera question ici d'annuler toutes les actions entreprises par un joueur quelconque qui aurait fini ce jeu de plateforme assez classique. On va donc rendre leur vie au boss, faire revivre les ennemis éliminés, replacer les pièces récoltées, bref, tout ranger pour obtenir un jeu tout propre prêt à être refait depuis le début. Et donc, à la fin de Spoiler Alert, on se retrouvera a priori au début du premier niveau. Ah, pardon, encore un spoiler, désolé. En même temps, c'est raccord. Cette brève s'achève comme elle a commencé. Essayez d'imaginer l'enfant un peu dégénéré d'un Zelda et d'un Bomberman. Non. Essayez d'imaginer l'enfant forcément dégénéré d'une union entre un Zelda, un Bomberman, un Dodonpachi, un Diablo, Demon's Souls et Left 4 Dead. Ça y est ? Eh bien, c'est trop tard, parce que les braves gens de Powerwolf l'ont fait avant vous. Et ça donne Crawl, un dungeon crawler à l'aspect rétro jouable jusqu'à 4, dans lequel les ennemis et les pièges sont contrôlés par des joueurs. Pardon, ça donne Crawl, le sens même du cool et de la convoitise. Réinterpréter le principe du dungeon crawler multijoueur est déjà une idée extrêmement sexy. Mais en faire une sorte de party game nerveux dans lequel le contrôle du héros est échangé entre les joueurs à chaque mort, le cool, la définition du cool. Et ce n'est pas ce trailer super cool qui me fera mentir. Regardez comme il est cool, écoutez cette voix et ces musiques trop cool, abreuvez-vous du cool. C'est cool, c'est Crawl. C'est cool. The Eldritch Stone split a ragged hole in the air, a gateway to the real world above, and freedom. If you dare face the horror behind. Le Shūkatsu, c'est le processus par lequel les étudiants japonais doivent passer pour être embauchés dans une entreprise. Alors tout d'abord, il faut savoir que les études universitaires se font en 4 ans pour ce qui est des cycles longs et que la rentrée scolaire a lieu en avril parce que ça coïncide avec le printemps, les sakura, bref, le renouveau. Et le Shūkatsu, lui, débute en général en octobre de la 3e année universitaire. À ce moment, les établissements organisent des séances d'introduction au Shūkatsu, de présentation du monde du travail et d'orientation. Donc que les élèves apprennent comment se déroule le Shūkatsu, comment réécrire un CV, etc. Mais les choses sérieuses débutent en décembre, et plus précisément le 1er décembre à minuit. À partir de là, les entreprises ont le droit d'entrer en jeu et peuvent annoncer leurs offres d'emploi. Alors c'est à ce moment-là que les étudiants peuvent débuter concrètement leur recherche d'emploi en regardant ce qui est proposé par les entreprises sur Internet. Et il faut savoir que les étudiants passent des heures à décortiquer les annonces et cibler ce qui pourrait les intéresser. Le but étant d'établir une liste des entreprises à aller visiter. Alors je vous explique ce que ça signifie après la critique de Naissance. Vous connaissez l'histoire du jeune qui choisit de rendre page blanche au bac philo pour répondre à la question « Qu'est-ce que le vide ?» Bon, elle est assez nulle. À la fin, le jeune n'a pas son bac et n'a même pas réussi à attirer l'attention d'un correcteur au sens de l'humour très émoussé après 50 copies corrigées. Mais en même temps, il ne faut pas trop lui en vouloir au jeune.
Parce qu'il est jeune d'une part, ce qui excuse d'emblée pas mal de choses. Mais parce qu'il est occidental surtout, et on ne peut pas dire que ces quelques millénaires de culture héritée lui aient apporté une réponse beaucoup plus développée que... Le vide, c'est rien en fait. Donc ça peut pas vraiment exister, hein. À peu de choses près et en grec ancien, c'est ce que plaisait à dire un certain Aristote, qui en affirmant le contraire risquait de foutre tous ses préceptes en l'air. On lui pardonne aussi donc, mais on se pardonnera peut-être un peu moins de l'avoir trop écouté et de n'avoir finalement que très peu cherché à creuser cette notion de vide. Peut-être est-ce l'approche scientifique de la chose qui a porté le coup de grâce, en estimant encore aujourd'hui que le vide absolu n'existe tout simplement pas. Il faut apparemment toujours qu'une molécule ou deux par centimètre cube vienne tout gâcher. Toujours est-il que pendant ce temps, dans d'autres parties du monde, et particulièrement en Asie, le vide représentait, et représente toujours de nos jours, quelque chose de beaucoup plus concret. Le taoïsme notamment, et par extension les très nombreux courants de pensée qui en découlent plus ou moins directement, abordent le vide comme une notion absolument essentielle, qui peut même être perçue sous certaines conditions comme un but. C'est quelque chose que l'on peut encore ressentir de manière frappante dans l'architecture et l'urbanisme japonais par exemple. Et sans aller jusqu'à de tels extrêmes, on peut quand même décider d'admettre que le vide, de par sa nature même, peut contenir tout un tas de choses. Des promesses notamment, puisqu'il est souvent un quelque chose en devenir. Il peut être rassurant quand il nous sépare d'un danger. Il peut être au contraire inquiétant quand il s'étend sous nos pieds. Il peut être dérangeant surtout, par sa présence quand il se fait beaucoup trop envahissant entre deux mots par exemple. Ou par son absence, quand il se fait au contraire beaucoup trop rare, toujours entre des mots, comme par exemple ceux de cette phrase qui devient du coup étrange et difficilement compréhensible pour peu qu'elle soit énoncée assez vite. Bref, convenons au moins, s'il vous plaît, que le vide est beaucoup trop changeant pour ne pas être absolument flippant. Et le vide, naissance, le prend avec toute son horreur pour en faire son matériau principal. Il en fait sa glaise en nous plaçant sans plus d'explication dans le corps d'une femme perdue au milieu d'un complexe étrange tout en nuances de gris. Un complexe qui pourrait tout aussi bien constituer un laboratoire géant qu'une ville, des ruines, un rêve ou une autre planète, on ne le saura probablement jamais. Toujours est-il que l'architecture des lieux est excessivement étrange. Pas aberrante comme une toile d'échelle, ou très peu, mais improbable. Parfois dans l'ombre la plus totale, parfois baigné dans une lumière aveuglante, on progresse dans des espèces de couloirs étouffants, puis dans des espaces immenses qui redéfinissent le gigantisme. Les formes, l'éclairage et les tailles se suivent et se mêlent. Les cubes, les tubes, l'ombre, la lumière, le beaucoup trop petit et le beaucoup trop grand. Et tout le temps, paraît hautement inhospitalier. Pas à cause des conditions de vie ou de la faune locale, les lieux semblent inhabités et presque rien ne peut nous y nuire à part les chutes. Mais parce qu'on n'a jamais l'impression d'y être à sa place. On suit son chemin en empruntant des corniches ou des escaliers qui ne semblent pas avoir été prévus pour nous, en ayant l'impression de déranger des lieux qui ne veulent pas de nous. Des lieux qui ne semblent pas avoir été bâtis de manière traditionnelle, mais plutôt découlés d'une multitude d'injections de vide dans un énorme bloc de matière. Comme si l'on y avait sculpté le vide plutôt que construit des murs ou des fondations. D'où cette impression, lorsqu'on évolue au milieu de ce vide, de le déranger. Et c'est absolument fascinant, à défaut d'être facilement descriptible, comme cette manière qu'a le jeu de constamment faire mine de nous perdre. Faire mine uniquement parce qu'on n'est jamais réellement perdu dans l'essence. Pas au sens commun du terme en tout cas. Il n'y a qu'un seul chemin possible d'un bout à l'autre. On devine toujours plus ou moins où l'on est censé se rendre et on finit souvent par l'atteindre effectivement. Le mystique se cache entre les deux, dans ce vide qui sépare l'instant où l'on perçoit un but et celui où on l'atteint. De moments parfois très espacés, parsemés de détours imprévus et très rarement naturels, qui font de l'exploration façon naissance un casse-tête illusoire. Un casse-tête qui nous donne toujours une solution de lui-même, mais jamais celle qu'on avait imaginée au départ. Et si ce résultat merveilleux est la résultante directe d'un level design absolument brillant, on préférera de loin ne pas trop l'analyser afin de lui laisser toute sa magie. Comme on assimile trop souvent le vide à du rien, on a souvent beaucoup de mal à conceptualiser le gameplay dans le jeu vidéo autrement qu'en une liste de possibilités et de contraintes présentées aux joueurs. Le gameplay, c'est du saut, c'est du combat, c'est de la plateforme, c'est du puzzle, c'est de la simulation, c'est de l'adresse, c'est une multitude de pressions successives sur des boutons pour diriger un avatar ou des objets.
Ainsi, le gameplay ne saurait supporter le vide. Il ne saurait se passer de choses à faire, aussi minimes soient-elles. Et c'est pour ça qu'on a souvent tendance à séparer l'exploration du gameplay, si tant est qu'elle ait sa place dans un jeu donné. Une question qui ne se pose pas dans un Tetris donc, mais qui a toute sa place dans les jeux d'aventure par exemple. L'exploration pure, la marche si l'on veut, est alors considérée comme ce vide qui sépare deux tranches de gameplay. Elle est par essence trop libre pour imposer des vraies règles strictes la plupart du temps, et échappe donc à ce qu'on considère comme étant le jeu. Tout au plus la résume-t-on parfois à la manière dont elle est réalisée à la manette, que ce soit en orientant un joystick ou en pressant des boutons. Mais comme il en fait une matière de construction, Naissance s'approprie pleinement ce vide pour en faire du gameplay. Certes, le jeu propose quelques phases de plateforme, une poignée de puzzles pas bien retors, et demande même par moments une certaine science du timing ou de la précision. Mais on y passera le plus clair des 5 ou 6 heures nécessaires pour en voir le bout à se déplacer, tout simplement. Et on pourrait donc finalement conclure que ces déplacements ne sont que le vide, ou du moins des moments de respiration, entre deux des séquences de gameplay, qui apparaîtront alors bien trop rares et peut-être pas assez poussées. Seulement l'exploration, ce vide, est ici une couche de gameplay parmi d'autres, et il n'est absolument pas anodin que l'on nous demande de gérer la respiration de l'avatar au clic de souris dès que l'on se met à courir. C'est avant tout en étant exploré que Naissance se joue. Son ensemble de règles se trouve en premier lieu dans son architecture, dans ce qu'elle peut nous suggérer, nous faire croire ou nous évoquer. Naissance se déchiffre, dans tous les sens du terme. On déchiffre le message codé que constitue le cheminement qu'il nous impose, et on déchiffre ce qu'on peut deviner dans ses décors. À la fois complètement abstrait et très familier quand il nous montre un pont ou des appartements qu'on pourrait croire sortis d'une ville plausible, ils développeront le scénario qu'on voudra bien écrire. Un scénario qui changera régulièrement et qui a une grande chance d'être propre à chacun. Et l'on est donc constamment actif en jouant à Naissance, même lorsqu'on se contente de s'y déplacer, tout simplement parce que dans ces moments-là, on essaye de le comprendre. C'est en partie comme ça qu'il a décidé de nous faire jouer, à un jeu d'esprit avant tout, certes, mais à un jeu tout de même. Et il serait donc injuste de le déposséder de cette chose qu'il fait si bien sous l'unique prétexte qu'on a trop facilement tendance à n'y voir que du vide et à considérer que le vide n'est que l'absence de tout. Peut-être que tout ce rapport au vide n'a jamais été l'objectif principal du créateur de Naissance. Peut-être que ce n'est absolument pas son propos. Comment le savoir autrement qu'en lui posant directement la question et en risquant par la même occasion de tout gâcher? Car même si le vide ne devait absolument pas être le propos du créateur, c'est assurément celui de son jeu. Ou peut-être un de ses propos, parmi tant d'autres, parmi tous ceux qu'on voudra bien y voir. Mais si Naissance peut être aussi évocateur et aussi mystique quelque part, s'il peut constituer une expérience si formidable, c'est bien parce qu'il ose laisser sa place à ce vide terrifiant dans lequel on ne peut tout mettre. Une fois que les étudiants ont ciblé plusieurs entreprises qui les intéressaient, ils vont assister à leur séminaire de présentation. C'est des réunions à grande échelle dans des grandes salles suivies par des centaines et des centaines d'étudiants où les entreprises présentent leur offre d'emploi, elles expliquent pourquoi elles sont intéressantes et elles promettent un avenir radieux en leur sein. À la fin de ces séminaires, les étudiants récupèrent un dossier qui leur permettra de poursuivre leur candidature. Donc il est obligé d'aller à ces réunions. Et l'étape suivante, ça consiste à remplir et à envoyer des entry sheets. C'est une fiche de candidature sur laquelle l'étudiant se présente et explique les raisons qui l'ont poussé à postuler. Donc dans le fond, c'est le principe d'une lettre de motivation, mais dans la forme, ça ressemble plus à un questionnaire avec des questions du genre pourquoi avez-vous fait ces études, quel genre de travail voudriez-vous faire, qu'allez-vous mettre en œuvre concrètement pour réaliser vos ambitions, quelles sont vos qualités, etc. Donc l'étudiant remplit une entry sheet par entreprise dans laquelle il postule et ça peut en faire pas mal. La grosse étape suivante débute en avril, soit à la rentrée de la 4e année universitaire, puisque les étudiants sélectionnés vont passer une série d'entretiens. Je vous parle de ça après The Place to Be. Salut, ça va? Bienvenue dans The Place to Be. T'es jeune, t'as la pêche et tu veux une intro à la fois drôle et qui fait réfléchir? Bah vas-y si c'est si facile. Et alors pendant que tu te sens tout con parce que non effectivement Médoc c'est pas facile, je pensais pas que tu galérais autant chaque semaine, du coup je vais regarder tes travaux avec un autre œil dorénavant.
Ben moi, je vais être l'adulte dans l'histoire et je vais prendre sur moi pour te filer les endroits où être dans les jours à venir. Le week-end du 22 et 23 mars à Clermont-Ferrand, t'as la Clermont Geek Convention avec les jeux vidéo, les cosplays, les conférences, les animations, les noobs en invités. Enfin, tu commences à avoir l'habitude maintenant. Le même week-end à Lannion cette fois, t'as le salon Japan Trégor qui t'accueillera. Là encore, tu vas pouvoir faire les activités que t'aimes, sauf que pour le coup, c'est estampillé The Place to be Free, donc c'est bien. Et aussi, je me souviens avoir annoncé cet event l'année dernière, un truc comme ça, et j'avais dit à l'époque que je comprenais pas le nom Japan Trégor, parce que pour moi, il voulait rien dire. Je veux dire, Japanim, quand t'habites à Nîmes, ouais, Japanancy, quand tu vois, Japanancy, ouais, là je comprends. Alors, on m'a expliqué sur le forum que si, en fait, il y avait un jeu de mots, parce que ça se passe dans le pays du Trégor. Alors non, enfin si, ouais, si tu veux, ça se passe dans le pays du Trégor, mais par contre, non, il n'y a pas de jeu de mots. Du 20 au 23, à Lille, Roubaix et Tourcoing, t'as la fête de l'anime. C'est un event qui a l'air sympa avec des projections, des invités, de la bonne ambiance. T'as des courts-métrages dans tous les sens, de la musique, bref, de quoi te faire oublier tous tes problèmes du quotidien, dont celui d'habiter dans le Nord. Voilà, c'est tout pour ce The Place to Be. Nous, on se retrouve dans une semaine pépèrement, et puis d'ici là, tu fais attention à toi, et soirée bonne. Putain, je parle comme un dealer de drogue. En général, il y a deux types d'entretiens. Tout d'abord, des entretiens de groupe où 2 ou 3 recruteurs interviewent jusqu'à 6 étudiants en même temps. Et d'ailleurs, j'ai appris il n'y a pas longtemps que ça se faisait aussi dans certaines entreprises en France. Donc vous imaginez bien qu'à ce moment-là, l'esprit de compétition est à son paroxysme. Ceux qui ont réussi les entretiens de groupe passent ensuite plusieurs entretiens individuels, de 3 à 8 en général, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Par exemple, j'ai une amie qui postulait dans une grosse boîte de télécommunications et qui en a passé 12. Mais bon, ça existe en France aussi, ces entretiens multiples, donc c'est pas nouveau. Et à chaque nouvel entretien, les intervenants montent en hiérarchie. Et les questions posées par contre sont toujours les mêmes, donc ça consiste juste à répéter 10 fois la même chose. Au bout d'un moment, les étudiants sont bien rodés. Alors qu'est-ce qui se passe après tout ça? On le saura après notre chan. Salut Bandotac, c'est Nono-chan. Ah, le futur, ça fait rêver, hein. Mais j'aime bien le passé aussi, la nostalgie, tout ça. Même à la limite, je me demande si je ne préfère pas comment on s'imaginait le futur dans le passé. En quelque sorte, le futur c'était mieux avant. Quoi? Ça donne l'impression que je vis dans le passé quand je dis ça. Pourtant, je dois pas être la seule dans ce cas. Regardez, Titanfall! Un jeu qui sort enfin après avoir fait rêver les gens pendant des mois. Du futur refroidi en quelque sorte qui s'est cristallisé en présent. Je suis sûre que certains vont préférer cette version nettement plus rétro, en fil de fer, dans laquelle le titre d'Electronic Arts est remixé façon astéroïde. Pour le coup, c'est immédiat et bien addictif. En fait, le problème c'est pas tant de préférer le passé au futur, mais le potentiel que chaque époque possède quand il s'agit de nous faire rêver. Et c'est un pouvoir qui peut se perdre ou s'étioler de manière très rapide et très subtile. Si le futur devient du présent, on s'habitue à ce qui nous faisait rêver auparavant, par exemple les interfaces tactiles. Mais si on nous promet le futur et que celui-ci ne se réalise pas, ou qu'il n'est pas si cool que ça en fait. Par exemple, le hoverboard de Retour vers le futur 2. À cette image, à grand renfort de DeLorean et de Doc Brown, on sautille comme une puce à l'idée de pouvoir avoir un skate volant bientôt. Avant qu'on ose rapidement un sourcil circonspect devant les petits couacs de la vidéo proposée par le site overtech.com. Une ombre mal effacée et un overboard commandé par smartphone. Pardon? Bon, s'il est à peu près certain que cette vidéo n'est malheureusement qu'un fake, les motivations derrière sont moins claires. Dans quel but cette promo virale a été réalisée? Quelque chose à voir avec les célèbres films de Zemeckis? Ou alors c'est peut-être en rapport avec une annonce récente de Nike que les chaussures auto-lassantes de Marty pourraient effectivement voir le jour. Les gens derrière cette mascarade pensent-ils réellement que personne n'allait dévoiler leur supercherie? Il faut espérer que non, car cela voudrait dire que ces gens n'ont plus de rêves et ne font pas grand cas de ceux des autres. Autre sujet qui fait faussement rêver, les objets connectés. Montres, frigo, bagues connectées pour avoir tout le temps des notifications et indiquer à tout le monde sans cesse ce que l'on fait. Le rêve? Non? Le top du top à ce niveau, c'est la brosse à dents connectée. Oui, vous en rêviez, je sais. Elle vous donnera sur votre smartphone un peu de lecture pendant que vous vous brossez les dents.
Elle vous proposera aussi de sublimes graphiques sur votre hygiène dentaire que vous vous empresserez de partager avec tout le monde sur les différents réseaux sociaux. Et tout ça pour seulement 160 €. Ah bah oui, hein, c'est bien gentil de rêver. Mais ça a pris tout ça, qu'est-ce que vous croyez? Bon, finissons sur une note moins désabusée. Parfois, le présent nous offre des petits bonheurs que l'on n'avait pas vu arriver. Comme cette carte de visite avec un Tetris intégré. Le problème, c'est qu'on évite de la refiler à n'importe qui. D'autant que vous pouvez être sûr qu'après, durant la réunion, ça va être distrait en face. Même si c'est difficile de pas se faire griller pendant une petite partie quand même. Et enfin, le presque futur nous offre parfois de bien belles choses. Par exemple, l'Oculus Rift. Cette fois, c'est l'artiste Red of Paw qui propose de visiter la chaudière des bains de l'établissement dans lequel Chihiro tombe durant le célèbre film de Miyazaki. Classe! Bon, c'est quand que c'est dispo facilement pour le grand public, l'Oculus Rift? Parce que le futur c'est cool, mais des fois, il se fait attendre quand même. Par contre, quand je vous dis au revoir et à la prochaine, ce n'est pas un futur hypothétique au moins, c'est une certitude. Donc, à la prochaine bande d'attaque! L'étudiant qui aura réussi à passer tous ses entretiens individuels passera un dernier entretien, en général vers juillet-août, où il saura s'il est pris ou pas. On appelle ça le NITE, c'est une promesse officieuse d'embauche. Et là, c'est enfin fini. L'étudiant peut terminer son année universitaire en paix. Certains en profitent même pour partir à l'étranger et faire le dernier voyage de leur vie. Et ça, c'est jusqu'au 1er avril, date à partir de laquelle tous les nouveaux embauchés intègrent l'entreprise, avec bien sûr une cérémonie d'entrée qu'on appelle la New Shashiki. Voilà, on termine avec Retro Magic sur Banjo-Kazooie. En 1995, soit un an avant la sortie japonaise de la N64, Nintendo devient l'actionnaire majoritaire d'un studio anglais, Rareware. Un nom qui, plus de 10 ans après sa séparation avec le géant japonais, déchaîne encore les passions et les regrets. Il faut dire que cette période Nintendo 64 est un peu l'âge d'or du légendaire studio britannique. Une moyenne de 2 jeux par an est majeure pour la plupart. Quelques années plus tard, en 1998, alors que GoldenEye tourne sans relâche depuis 6 mois dans presque tous les foyers équipés du Nintendo 64, le studio de Twycross assomme la planète plateforme avec un ours balourd et un piaf gouailleur. La vieille Gruntilda, qui ne doute pas de son charme, interroge son chaudron. Qui est la plus belle du pays? Jusqu'au jour où la marmite finit par cracher le morceau. Oui, il existe plus joli minois en la personne de Tutti. Piquée dans son orgueil, la sorcière enfourche son balai et part kidnapper l'impudente pour voler sa beauté et devenir enfin la plus belle du royaume de la montagne perchée. Alors que Tutti se débat dans un grand vacarme, son frère Banjo ronfle. Lorsqu'il se réveille, il est malheureusement trop tard. Notre ours Pato part donc à la rescousse de sa sœur, accompagné du piaf Kazooie qu'il carre dans son sac à dos. A l'origine, Banjo-Kazooie était prévu sur Super Nintendo et s'appelait Dream. Pris en charge par l'équipe des Donkey Kong Country 1 et 2 et dirigé par le directeur de Rare, Tim Stamper en personne, ce devait être un RPG plongé dans l'univers de la piraterie. On y jouait le rôle d'Edison, un garçon armé d'une épée en bois, devant se défaire de la clique du capitaine Black Eye. Le jeune homme n'était pas tout à fait seul, puisqu'un lapin, un chien et un ours devaient l'accompagner dans ses aventures. L'ours en question deviendra le facétieux Banjo. Du projet Dream, il ne reste que quelques musiques mises en ligne par le compositeur Grant Kirkhope. Comme son titre l'indique, on incarne dans Banjo-Kazooie 2 personnages, Banjo et Kazooie. L'ours et l'oiseau vont donc collaborer et mettre leurs aptitudes en commun. Banjo peut frapper, rouler, sauter, tandis que Kazooie permet saut périlleux arrière, coup de bec, et peut aussi transporter son compère sur son dos pour galoper et gravir des pentes sans glisser. Il peut aussi voler, lancer des œufs, effectuer une attaque piquée ou encore devenir momentanément invincible grâce aux plumes dorées.
Les nouveaux mouvements s'apprennent au cours de l'aventure grâce à Bottle, la taupe bigleuse et apathique que Kazooie aime chahuter. Le jeu est découpé en 9 niveaux reliés par un même monde, à l'instar de Super Mario 64. L'antre de Gruntilda est devenu célèbre, notamment grâce à sa musique et son architecture grandiose. Au lieu de rentrer dans des tableaux, on va les recomposer à l'aide de pièces de puzzle pour débloquer l'entrée des niveaux. Chaque niveau contient 10 pièces de puzzle et des notes de musique. Ces notes serviront à ouvrir des portes dans la tanière de Grunty. Il y a aussi une correspondance avec les pièces rouges de Mario, ici sous forme de petits oiseaux prisonniers, les fameux Jinjo. D'autres objets sont à récupérer, comme les crânes et les alvéoles creuses. Les crânes permettent au chaman Mumbo de transformer les deux héros en araignées, en abeilles, en citrouilles, tandis que les alvéoles creuses rajoutent des points de vie sur le même principe que les quarts de cœur de Zelda. La progression de Banjo-Kazooie est donc calquée sur celle des classiques Nintendo, mais Rare a su dépasser cette influence et affirmer son propre style. Banjo-Kazooie, c'est aussi, comme on le devine dès l'introduction, un jeu où la musique joue un grand rôle. Pour ouvrir les portes scellées, il faudra par exemple ramasser des notes. La musique de la tanière est représentative du travail de Grant Kirkhope, qui va utiliser un thème unique et le moduler en fonction des environnements. Au lieu de le hacher distinctement, le thème suit le joueur et évolue d'après sa position. Le même effet est réalisé lorsque Banjo nage sous l'eau, le thème prenant alors des accents aquatiques. Ce système avait été utilisé dans Diddy Kong Racing, mais s'inspire du système E-Muse de LucasArts. La musique de Kirkhope est un panaché d'éléments qui trouve ici une belle harmonie, percussions tribales, cris d'animaux, cuivres et sons d'orgue de barbarie. Un travail d'autant plus exemplaire compte tenu de l'espace mémoire réduit réservé traditionnellement aux musiciens chez Rare. Banjo est un jeu de plateforme soucieux de sa prose. Gruntilda elle-même ne plaisante pas avec et ne s'exprime qu'en vers. Si la traduction française du jeu est très satisfaisante, jouer en version originale est vivement recommandé pour ses jeux de mots désopilants et son ambiance bouffonne. Avec la sorcière, Kazooie est l'autre vedette du jeu. Pas de rime, mais une gouaille sans pareil. L'oiseau rouge, espèce d'autruche ratée, se moque de tout et fustige même les mécaniques de jeu. Elle étrille aussi les conseils de Bottle, dont le rôle et la torpeur symbolisent les tutoriels dans le jeu vidéo. Rare s'amuse de ses protagonistes qui ne sont finalement qu'une équipe de bras cassés. C'est justement dans la défaillance de ces personnages que le joueur va s'y retrouver. Le studio britannique développe un monde nuancé avec ses personnages ordinaires, tantôt paresseux, tantôt pleurnichards, tantôt insolents. Ces traits de caractère offrent à Banjo-Kazooie une certaine truculence. Rare a réalisé un fantastique travail de conteur mais aussi d'architecte. Cette architecture va supporter la narration, au point de rendre l'observation essentielle au joueur. Sa capacité à mémoriser le jeu et sa structure sera mise à l'épreuve vers la fin, lors d'un jeu saugrenu parodiant les plateaux télévisés. Gruntilda interroge Banjo et Kazooie sur des détails, et notamment sur des angles de vue très précis. La suite de Banjo-Kazooie sort en 2000 et commence par une hésitation. L'ours semble avoir oublié ses accords et joue à tâtons du banjo. Puis d'un coup tout revient et le thème d'introduction du premier épisode repart plus endiablé que jamais. Banjo-Tooie, c'est un peu ça. Un Banjo-Kazooie XXL où tout est amélioré. Banjo-Tooie affine le concept du monde principal entremêlé au niveau. Désormais, les environnements peuvent être rejoints non seulement par l'entrée principale, mais aussi par des passages secrets et par un service ferroviaire. Cet enchevêtrement d'environnements témoigne du perfectionnisme de Rare en matière de level design. Tout est harmonieusement lié, de manière organique et sans segmentations artificielles. Un vrai tour de force. Banjo-Tooie intègre des mini-jeux très réussis qui se jouent comme des jeux complets, à l'image du mode FPS rendu très dynamique grâce aux plafonds bas qui réduisent le temps de calcul. Cette suite renforce aussi le sentiment de solitude et de mélancolie par l'immensité de ses environnements. Un léger crachin tombe sur l'île aux sorcières et tout l'univers est désolé. Dès le début, Gruntilda prend sa revanche et assassine Bottle.
Avec son bulldozer, elle perce un trou et déblaye le chemin. On traverse donc la plaine de la montagne perchée avant de suivre les traces mécaniques de cet engin qui laisse entrevoir un monde gigantesque. La construction des niveaux est d'une grande finesse, comme par exemple le monde de glace et celui de feu. La difficulté est aussi revue à la hausse. Bref, Rare nous refait Banjo-Kazooie dans une version ultime à tout point de vue. Non contents d'avoir créé l'un des plus longs jeux de plateforme 3D de l'histoire, les Britanniques parachèvent leur effort avec un multijoueur surprenant et réussi. Ils mêlent FPS, parties de kickball, une sorte de football pratiqué dans le jeu, et plein de défis hilarants. La série Banjo-Kazooie est l'expression de la maîtrise insolente de la Nintendo 64 par Rare. Ces jeux ne se contentent pas de proposer une expérience solide, mais distillent une ambiance unique, similaire à celle d'un conte. Leur douce mélancolie en font des titres plus profonds qu'il n'y paraît, car Banjo a la pudeur de ne pas tout dire, il nous laisse entrevoir ses mystères, mais ne nous en laissera jamais toutes les clés. Donc vous l'aurez compris, la recherche d'emploi est ultra encadrée au Japon, mais il y a pas mal de problèmes liés à cette façon de procéder, mais comme j'ai pas assez d'une émission pour vous parler de tout ça, je pense qu'on va reprendre ça jeudi. En attendant, vous retrouvez Benoît demain, et moi je vous dis donc à jeudi. Salut!